Voilà, dans cette vidéo, on va parler de la lumière en tant que flux de photons. Donc, on va déjà expliquer comment cette notion de photon est apparue au cours de l'histoire des sciences, et ensuite comment c'est exploité actuellement, notamment à travers l'utilisation des panneaux solaires. Donc, il faut avoir vu la vidéo précédente sur les spectres lumineux, les spectres de Ray, l'interprétation qu'on en fait, pour bien comprendre là ce qu'on va dire maintenant. Alors l'effet photoélectrique, c'est une expérience qui a été faite par Hertz à la fin du 19e siècle. L'expérience a été renouvelée plein de fois avec des matériaux différents, et à cette époque-là, personne ne trouve une interprétation satisfaisante à ce qui est observé. Alors on explique l'expérience, on prend un métal, donc ici sur le schéma qui est proposé c'est du potassium, et on l'éclaire avec différents types de rayonnements lumineux. On peut faire varier les rayonnements lumineux en faisant varier leur puissance, donc la quantité de lumière qui arrive sur ce métal, ou on peut également faire varier cette lumière en faisant varier la fréquence de l'onde lumineuse qui arrive sur ce métal. Donc vous savez que la fréquence est en lien avec la longueur d'onde et que la longueur d'onde correspond à la couleur du faisceau. Qu'est-ce qu'on observe en résultat donc de ce rayonnement sur ce métal? C'est que selon le type de rayonnement qu'on envoie, on observe parfois qu'un électron est arraché au métal. Et une fois qu'il est arraché, lorsqu'il l'est, cet électron est éjecté avec une énergie cinétique, donc une vitesse qui est plus ou moins importante selon le type de rayonnement. Première chose qu'observe Hertz, c'est que la puissance du faisceau lumineux qui est envoyé sur le métal est sans lien avec le fait qu'on va arriver à arracher l'électron du métal ou qu'on n'y parviendra pas. Ce qui va compter pour savoir si l'électron va être arraché ou pas, c'est justement la fréquence, donc la longueur d'onde, donc la couleur du faisceau. On remarque par exemple pour le potassium que si on envoie un faisceau rouge, donc de couleur rouge, sur le métal, donc avec une longueur d'onde qui correspond au rouge vers 700 nanomètres, donc une fréquence plutôt faible, eh bien on observera que aucun électron n'est arraché de ce métal potassium. Si on augmente la fréquence progressivement, c'est-à-dire si on baisse la longueur d'onde, et que donc on se rapproche du vert, on se rend compte que à ce moment-là, un électron peut être arraché et qu'il va partir avec une certaine vitesse. Et si on continue à baisser la longueur d'onde, eh bien l'électron continue à être arraché et il est éjecté avec une vitesse qui est de plus en plus grande. Donc ça c'est l'observation faite à la fin du 19e siècle que personne n'arrive à expliquer, notamment sur le fait que la puissance du faisceau lumineux n'ait pas d'impact sur l'arrachage ou non de l'électron. Il faut attendre 1905 pour trouver une interprétation, c'est Einstein qui la propose, c'est même une de ses premières découvertes, avant toutes celles qu'on connaît par la suite. Il propose comme interprétation à ces observations que l'énergie entre la lumière qui arrive sur le métal et les atomes qui constituent le métal ne peut se faire que par quanta d'énergie, c'est-à-dire il faut une énergie minimum de la lumière pour qu'il arrive à arracher l'électron. Si la lumière en tant que telle n'a pas suffisamment d'énergie, alors elle peut arriver en quantité très très importante, elle n'arrivera pas à arracher cet électron. Donc si on lit à travers, un peu entre les lignes pour savoir ce que veut dire Einstein, on comprend deux choses. Un, que la lumière agit comme des particules, chaque particule ayant sa propre énergie. Donc en fait il vient de découvrir ou de remettre au goût du jour la notion de photon. Et deuxième chose, il comprend également que la matière est capable d'échanger de l'énergie avec ses photons que si le photon a une quantité minimale correspondant à justement le quanta d'énergie correspondant au métal qu'on a utilisé. Donc ici le potassium, cette énergie pouvant se calculer comme le produit d'une constante H, la constante de Planck, multipliée par la fréquence des photons. Si les photons n'ont pas une fréquence suffisante, alors cette énergie de photon n'atteint pas la valeur minimum pour laquelle on peut arracher l'électron au potassium. On va regarder ça sur des diagrammes énergétiques. Alors, je reviens sur Einstein, il a eu un prix Nobel, c'est pour cette interprétation-là.
qui va ensuite donner lieu à une branche de la physique qui s'appelle la mécanique quantique. Évidemment, avec la même racine hein, que le mot quanta. Alors, au niveau diagramme énergétique, voilà comment ça se présente. Vous avez différents niveaux d'énergie correspondant au métal qu'on utilise. Donc, dans l'exemple précédent, le potassium. Pour arracher un électron à ce potassium, il faut une énergie minimale correspondant à la différence E1 moins E0. E1, ça correspond à juste l'énergie suffisante pour arracher l'électron du métal. E0, c'est l'énergie de base que normalement possède l'électron quand il est dans le métal. Et si on lui propose plus, eh bien, on va pouvoir arracher l'électron et en plus lui communiquer une certaine énergie cinétique. Donc c'est ce qu'on retrouve sur le diagramme. L'énergie minimale qui permet juste d'arracher l'électron, ça s'appelle le travail d'extraction. Voilà, ça se note WS, W pour work, hein, le travail en anglais. Et le supplément, s'il y a supplément, sera de l'énergie cinétique communiquée à l'électron, énergie cinétique, hein, 1/2 de mv carré, comme on a vu dans le chapitre de mécanique. Donc si le photon qui vient essayer d'échanger de l'énergie avec le métal ne possède pas cette énergie minimale donc correspondant au travail d'extraction, ben, il ne se passe rien. Si le photon a une énergie supérieure, alors il utilise une partie de cette énergie pour arracher l'électron et il communique la différence en tant qu'énergie cinétique pour l'électron qui a été arraché. Le travail seuil d'extraction dépend du matériau. Donc avec le potassium qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que c'était la couleur verte qui permettait de déclencher l'arrachage de l'électron. Avec d'autres métaux, ce seront d'autres valeurs. Donc ça c'est le principe donc fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et actuellement c'est comme ça qu'on utilise l'énergie du soleil pour produire de l'électricité à travers des cellules photovoltaïques. Donc les cellules photovoltaïques, ce sont des cellules sur lesquelles on a fait deux dépôts de matériaux différents, essentiellement des semi-conducteurs, qui ont une valeur de travail d'extraction relativement faible, c'est-à-dire que n'importe quel type de photon, normalement, doit arriver à arracher un électron. On s'arrange pour que cet électron ne soit pas arraché n'importe comment, hein, à travers des électrodes, on fait en sorte que les électrons arrachés soient récupérés par l'électrode, puis ensuite acheminés vers un circuit électrique qui peut servir à allumer une lampe, recharger une batterie ou autre. Dans les semi-conducteurs, on parle également de conduction par trou. Alors, donc, pour conduction par électron, bah, c'est l'électron qui est arraché et puis qui va circuler ensuite par un fil électrique. Conduction par trou, c'est le fait que chaque fois qu'un électron est arraché, eh bien, dans le semi-conducteur qui a été utilisé, il manque un électron, c'est-à-dire qu'il y a une charge positive qui apparaît. Cette charge positive peut se propager de proche en proche également dans le fil et donc constituer également un courant électrique. Donc voici un exemple de panneau photovoltaïque, hein, vous en avez sûrement déjà vu. Donc on peut récupérer un courant électrique et ensuite mesurer l'efficacité, le rendement de ces panneaux. Comment est-ce qu'on fait ça? On va mesurer la puissance électrique qu'on est capable de délivrer avec ces panneaux solaires et on va comparer ça par un rapport à la puissance lumineuse qui a permis d'éclairer ces panneaux. Donc le rapport des deux, ça s'appelle le rendement de la cellule photovoltaïque ou du panneau solaire. Il faut savoir que ces rendements sont relativement faibles, de l'ordre de 10%, mais on peut imaginer qu'on pourrait prévoir des matériaux capables de faire un peu mieux que ces 10%.